Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Béni TV. Il fut un temps où on parlait de pays développés. Ce terme a été remplacé par un terme moins péjoratif, pays en voie de développement. Puis sont apparus les pays émergents qui ne font pas partie des pays développés et qui n'ont pas atteint le niveau des pays développés. Alors, qui fait partie de cette catégorie? Quels sont les critères et les bases sur lesquelles sont donc définis les pays émergents et comment les pays africains qui aspirent à ce statut pourront l'atteindre? Nous recevons donc un expert du domaine pour échanger sur la question. Docteur Omer Kwaku, bonjour. Bonjour, monsieur Ali. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire des innovations financières. Et il est important de rappeler que vous êtes aussi apôtre. Et pour ce statut, vous êtes donc apôtre au Centre chrétien Carmel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également pour l'invitation. Ok, nous entrons donc dans le vif du sujet. On parle beaucoup d'émergence aujourd'hui, réalité économique ou effet de mode. On le saura avec vous. Alors, donnez-nous une approche définitionnelle du thème émergence. D'accord. Donc, émergence économique. J'ai l'habitude de définir le concept de l'émergence par illustration. Alors, en général, lorsque je veux le définir, je prends l'exemple d'un verre. Un verre dans lequel on met de l'eau. Alors, supposons que l'eau soit placée jusqu'au milieu du verre et qu'on demande à des observateurs de regarder le verre et de dire un peu ce qu'ils voient. Il y a une catégorie de personnes qui vont voir un verre à moitié vide. Ça, c'est le concept de sous-développement dont vous avez parlé en début d'émission. Effectivement, au départ, on appréhendait le niveau de développement des pays, souvent africains, ou du moins des pays attardés sur le plan économique. On les qualifiait de pays sous-développés. C'est-à-dire, on signifiait par là qu'ils manquaient de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'avoir certaines choses qu'ils n'avaient pas encore, ces différents pays-là. Ensuite, après l'expression pays sous-développé, on est passé à pays en voie de développement. Et après à pays en développement. Dans tous les cas, ces trois concepts renvoient toujours à l'idée de manque. Il manque quelque chose à ces pays-là. Ça, c'est la première réalité. On voit le verre à moitié vide. La seconde réalité est la suivante. D'autres personnes peuvent voir le verre à moitié plein. Et là, c'est un peu à cela que renvoie le concept de l'émergence économique. L'émergence économique, en réalité, perçoit qu'il y a effectivement des pays qui sont, on va dire, qui n'ont pas certaines choses sur le plan économique, mais qui ne se focalisent pas sur ces manques-là. Au contraire, le concept va nous conduire à voir ce que ces pays ont. Et donc, à l'origine, peut-être qu'il faut partir par l'origine. À l'origine, ce concept-là a été mis en avant par un économiste de la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale, du nom de Antoine van Admael. Cet homme-là avait constaté justement qu'il y avait une catégorie d'économie dans le monde qui était considérée en gros comme un peu attardée, mais qui recelait de certains potentiels, de certaines opportunités. Il y avait quelque chose qui était là, qu'il fallait développer. Alors il s'est dit, ce n'est pas normal qu'on les considère comme étant sous-développés ou en voie de développement, eu égard au potentiel qui était présent. Et c'est en cela qu'il a parlé de marché émergent, pour dire que ces pays-là méritent d'être rendus visibles sur la scène internationale. Donc, vous voyez bien que quand on parle d'émergence, il y a cette réalité de rendre visible ce qui était invisible. Donc, on rend visible le potentiel de ces différents pays et on espère justement que ce potentiel-là va être exploité. Voilà en gros comment je définis très simplement le concept de l'émergence. L'émergence est un concept qui est positif et à mon sens, le concept de sous-développement, il est négatif. Alors ce thème est toujours lié à l'économie. Exactement. Alors pour nos téléspectateurs, alors quels sont les pays qu'on peut qualifier d'émergents? Alors il faut dire qu'à l'origine, lorsque Antoine van Admael a eu à mettre en avant le concept de marché émergent, donc d'économie émergente,
Un autre économiste, lui, de la banque Goldman Sachs, du nom de Jim O'Neill, a eu à créer un acronyme BRIC. B-R-I-C. B pour le Brésil, R pour la Russie, I pour l'Inde et C pour la Chine. Plus tard, on a parlé de BRICS. On a ajouté un S pour South Africa, Afrique du Sud. Donc, initialement, ce sont ces 4 pays qui sont considérés comme émergents. Mais de plus en plus, on parle d'autres pays qui sont en train de venir sur le devant de la scène en matière d'émergence. Et à ce niveau-là, on parle de BENIV. BENIV, B-E-N-I-V-M, B pour le Bangladesh, E pour l'Éthiopie, N pour le Nigeria, I pour l'Indonésie, V pour le Vietnam et M pour le Mexique. Donc voilà des pays qui sont aussi considérés comme émergents. Mais il y a un troisième groupe de pays qui aussi viennent sur le devant de la scène. On peut citer pêle-mêle, bien sûr, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Kenya, pour parler des pays africains et des pays non africains, l'Arabie Saoudite, on a aussi le Vietnam, on a également la Malaisie et d'autres nations, n'est-ce pas, qu'on met dans ce groupe de pays émergents. Alors, quels sont les critères, sur quelle base peut-on qualifier un pays de pays émergent? Alors, il faut dire en fait que les critères vont différer d'une organisation à une autre. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, en général, comme premier critère de l'émergence, un premier pilier, c'est la question de la population. Donc la capacité démographique, la croissance démographique. Et en général, on va dire qu'un pays est émergent ou va être émergent lorsque la population est environ tout autour de 100 millions d'habitants. Bien évidemment, c'est un peu subjectif, puisqu'on a dit des pays comme la Côte d'Ivoire qui commencent à faire partie des pays émergents ne figurent pas dans les pays qui ont une croissance démographique de près de 100 millions. Non. Comme Singapour et autres. Singapour et autres. Non, en gros, 100 millions pour dire qu'il faut qu'il y ait un marché qui soit assez grand, hein, un marché solvable, qui soit une demande intérieure qui soit assez forte. Et donc, c'est un pilier sur lequel on ne met pas beaucoup d'accent. Par contre, le second pilier, lui, il est assez fondamental et décisif. C'est le pilier de la croissance. En général, un pays émergent a une croissance à long terme, pas à court terme, à long terme, qui se situe autour de 5%. Autour de 5%. Donc, une capacité à créer durablement de la richesse. Et un troisième pilier, c'est l'urbanisation. Qui dit urbanisation dit extension des villes, dit également une croissance au niveau de la production de logements. Et un quatrième pilier, c'est les infrastructures. La création de ponts, la création de routes, de voies ferrées, d'aéroports, d'infrastructures énergétiques, électricité et autres. Voilà un peu en gros des points sur lesquels on met l'accent lorsqu'on parle d'émergence, sans oublier bien sûr l'aspect stabilité sur le plan politique, qui n'est pas du tout à négliger. Ça, ce sont 5 piliers dont on parle en général. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas à négliger. C'est par exemple la croissance de la consommation de la classe moyenne. Il faut que dans le pays, il y ait une classe moyenne qui puisse venir sur le devant de la scène et qui consomme assez. Bon, en gros, ce sont ces points, ce sont ces différents critères qu'on peut signaler et on le voit. C'est des critères qui sont essentiellement économiques. Il y a aussi des critères qui sont purement financiers. Par exemple, le critère de l'intégration sur les marchés financiers. Il y a aussi des critères en matière de stabilité d'échange et autres qui montrent que le pays a des capacités sur le plan financier d'attirer des investissements directs étrangers. Assainir l'environnement des affaires ou la maîtrise de l'inflation. Exactement. Stabilité macroéconomique à ce niveau-là. Ok, voilà. Plusieurs pays africains aspirent à être émergents. La Côte d'Ivoire parle de 2020, le Gabon 2025, le Cameroun 2035. Ouais. Qu'est-ce que ces pays-là doivent faire pour atteindre ce statut-là? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Alors, en réalité, je vais un peu donner un avis qui va peut-être un peu tranché avec peut-être ce qui est partagé de façon générale. Je suis un peu réservé par rapport à toute cette course effrénée vers l'émergence. Un effet de mode, comme le Un effet de mode. Et les pays africains n'échappent pas à cet effet de mode-là. Je suis un peu gêné parce que, justement, quand, par exemple, la Côte d'Ivoire ou le Gabon ou d'autres nations comme le Sénégal et autres parlent
la volonté d'être émergent à un certain horizon temporel, on met l'accent sur des aspects quantitatifs. C'est-à-dire, si on atteint un tel niveau de pourcentage en termes de croissance, en termes démographiques, ou bien au niveau de la consommation de la classe moyenne, ou bien on atteint tel niveau de production d'infrastructures hautes, on devient émergent. Bon, je suis assez réservé par rapport à ça. Parce que pour moi, l'émergence, c'est moins une question de quantité qu'une question de qualité. Je veux dire, c'est moins une question d'atteinte des objectifs quantitatifs qu'une question du processus qui permet d'atteindre cet objectif-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On peut doper artificiellement une économie. C'est possible. En tant qu'économiste et financier, c'est des choses qui sont faciles à réaliser. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple, la croissance économique. Elle peut être dopée artificiellement, simplement en accroissant la dette du pays. Et je ne parle pas de la bonne dette. Une mauvaise dette peut accroître la croissance du pays. Et il y a d'autres variables économiques et macro qui peuvent également être artificiellement dopées via des politiques. Alors, je ne pense pas qu'une telle situation rime avec exploitation des capacités du potentiel du pays. Je l'ai dit et je le répète, au début je l'ai signalé, l'émergence met en avant l'aspect potentiel qui est rendu visible et qui est exploité. Le potentiel, il est interne. C'est-à-dire que si on doit atteindre ces différents objectifs en termes quantitatifs, il faut également que les réalités endogènes dans le pays puissent suivre. Je veux dire, si des choses doivent se produire en termes de chiffres, il faut que sur le plan intérieur, je prends un exemple très simple, le potentiel entrepreneurial du pays émerge également. Et à ce niveau, moi, il y a quand même des signes encourageants. La croissance est forte, les infrastructures naissent et aussi un environnement d'affaires assaini pour permettre aussi aux jeunes d'entreprendre facilement. Il y a quand même des signes encourageants au niveau des pays africains, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Oui, ceux-ci sont assez encourageants, mais comme je le dis, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Je le dis pourquoi? Parce que ne l'oublions pas, dans les décennies précédentes, on a eu également à fixer des objectifs de développement. Si vous atteignez tel niveau, tel niveau, tel niveau, vous serez considérés comme des pays moins, soit des pays pauvres, ou des pays moins pauvres, ou des pays moins avancés, ou des pays en transition. Des concepts ont été créés. Mais je veux dire, quand on met l'accent sur ça, on oublie de développer. Vous parlez de routes, d'infrastructures. On peut créer des ponts, on peut créer des routes. Mais s'il n'y a pas d'hommes et de femmes dynamiques pour entreprendre et développer des transactions économiques, soit en termes d'exportation, d'importation ou bien de transactions intracommunautaires, il va sans dire que ces routes ne serviront pas sur le plan économique. Il faut libérer le potentiel. Il faut libérer le potentiel. Justement, on arrive à cette deuxième partie. On le disait tout à l'heure, on l'indiquait tantôt, vous êtes enseignant-chercheur à l'université, responsable d'un centre de réflexion, mais vous êtes aussi pasteur, apôtre, et pour cette occasion, vous dites que les nations devraient s'inspirer de la Bible pour réaliser l'émergence économique. Alors, est-ce que selon vous, les penseurs du système économique, de façon générale, ont échoué? Est-ce que de façon générale, ils ont échoué? Je n'irai pas jusque-là. Mais je dirais quand même que les économistes, du moins ceux qui sont assez humbles pour le reconnaître, ils savent quand même qu'il y a beaucoup de limites dans notre discipline sur le plan économique. Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie et qui est très connu, un expert mondialement connu et un théoricien assez remarquable, lors d'une réunion de l'Association des économistes du sud-ouest des États-Unis, c'était après la crise financière mondiale de 2007-2008, il avait eu à reconnaître, à confesser devant ses collègues et devant les journalistes qui étaient présents, à confesser les limites de la discipline économique. Je suis moi-même économiste. Vous savez, plus vous avancez dans la connaissance d'une discipline, plus vous êtes conscient de vos limites et de ce qui reste à faire. Cela veut dire que l'économie, la science économique, les réflexions économiques, les théories économiques et les pratiques du développement économique émanent de l'homme. C'est l'homme qui les développe, c'est l'homme qui les met en œuvre. Si l'homme est limité,
ce qui sort de l'homme en termes de politique et de théorie sera aussi limité. À cet effet, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Bible et émergence économique des nations, à l'écoute du roi Salomon. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de cet ouvrage, de cette thèse que vous développez? Oui, effectivement. Alors, je parle du roi Salomon parce que cet homme a fait l'expérience de quelque chose de grand et de fort en son temps en Israël. Il a été l'instrument par lequel Dieu est passé pour amener le royaume d'Israël à un niveau de prospérité économique et sociale sans précédent. Alors, pour moi, c'est un peu un exemple que devraient suivre les pays, les nations qui aspirent au développement, qui aspirent à l'émergence économique, à la prospérité économique et sociale. Alors, le roi Salomon a mis à exécution certaines lois bibliques, certains principes de la Bible. Si ces principes-là sont suivis par nos pays, je pense que nos nations gagneraient du temps sur la voie de l'émergence et du développement. Alors, la grande ligne, ces principes? En gros, c'est d'abord la stabilité politique, la paix. Salomon a basé tout son règne sur la paix. La Bible dit par exemple que durant 40 ans, tout Israël, sous le règne de Salomon, était en paix. Et le nom Salomon même signifie shalom, qui veut dire paix. La paix, c'est quoi? C'est un état de complétude, une plénitude qui est généralisée et qui atteint à toutes les dimensions de la vie, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Et Salomon l'a incarné dans son identité et il a reflété cela sur tout son peuple. Donc la paix est la condition sine qua non de l'émergence économique. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, nos différentes nations, actuellement, le cas, il y a un peu de difficulté au niveau du Burundi. Il y a une situation qui est un peu difficile au niveau du Togo. Bon, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est pas difficile, mais nous sommes dans une année électorale et on n'espère pas revivre les choses qui sont passées il y a quelques années de cela. Alors, pour dire qu'on doit insister sur cette notion de paix. Alors, et donc, prenons le chemin de Salomon. Alors, comme fondement de la prospérité matérielle des nations, vous parlez de paix et aussi de justice. De justice. Parce que la Bible dit dans le psaume 85, la paix et la justice s'embrassent. Paix et justice ne peuvent pas aller, ne sont pas incompatibles, vont de pair, main dans la main. On ne peut pas avoir la paix s'il n'y a pas de la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est un état de droit. La justice, c'est lorsque les règles sont appliquées et sont appliquées à tout le monde, avec objectivité, sans parti pris et sans a priori. La justice, c'est ne pas tomber dans l'impunité, c'est punir, c'est aussi récompenser, mais c'est aussi savoir pardonner. C'est tout ça qui forme la justice. Et donc, forcément, c'est un chemin qui conduit à la réconciliation et à la paix. Et j'aimerais un peu lancer l'appel à tous nos dirigeants politiques. Vous savez que ce n'est pas facile de gérer toute une nation. Mais en prenant le chemin de la paix, le chemin que la Bible indique, on gagnerait beaucoup de temps sur le chemin de la prospérité, le chemin de l'émergence. La Bible dit par exemple dans Matthieu le chapitre 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans la version grecque, procurer la paix, c'est fabriquer la paix. En d'autres termes, la paix ne se décrète pas. La paix se fabrique. Il y a des conditions, des intrants, des facteurs qu'on met ensemble pour la produire, cette paix-là. Et donc, la paix et la justice vont ensemble. Mais quand on parle de justice, ce n'est pas seulement la justice en termes d'état de droit et autres, c'est aussi la justice sociale. C'est-à-dire, quand on parle de justice sociale, c'est la question de l'égalité. Il faut qu'il y ait une répartition équitable de la richesse. S'il n'y a pas de répartition équitable de la richesse, cela conduit à des situations d'instabilité politique. Vous le savez bien, on dit souvent que vente affamée n'a point d'oreille et que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Lorsqu'il y a des inégalités dans le pays, on ne peut pas aspirer à la paix. Vous savez quoi? J'aimerais peut-être finir ce point avec ça. On a souvent l'impression que les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites parce qu'elles vivaient dans le péché sexuel, l'homosexualité et autres. C'est vrai que ces péchés étaient assez criards, étaient assez répréhensibles et Dieu a réprimé cela.
Mais la Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 16, que Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause de leur égoïsme et de leur incapacité à tendre la main aux pauvres et à l'indigent. En d'autres termes, la richesse n'était pas partagée. N'était pas partagée. Alors, vous parlez aussi de fondements culturels et spirituels pour les nations qui aspirent à l'émergence. Oui. Alors, le fondement culturel, c'est très important. Lorsque Salomon, en son temps, a eu, vers la fin de son règne, à suivre les dieux, à suivre les idoles, bien sûr, la Bible dit que son royaume est tombé dans la décadence. Il aurait pu dire que les idoles qui suivent, les Astartés et autres, sont des aspects de la culture ambiante, de la culture, de la civilisation de son temps. Et donc, ce n'était pas méchant et anodin de suivre ces différentes religions. Mais en fait, c'est tout ça qui forme la culture. La culture n'est pas neutre en matière de développement, en matière de recherche de la grandeur pour un peuple. Si l'on développe des pratiques contraires à la pratique biblique, on court le risque d'être décadent également. Et quand lorsque je parle des pratiques, je fais allusion par exemple au fétichisme. On n'ignore pas que dans nos pays africains, que ce soit les décideurs économiques ou même les décideurs politiques, sont assez familiers de ces pratiques. Sont assez familiers de pratiques... Le débat est souvent un peu difficile à ce niveau. Oui. Un écrivain ivoirien, philosophe que vous connaissez bien, Jean-Marie Adjafi, Oui. avait en son temps dit que la religion chrétienne est un héritage colonial superflu qu'on doit proscrire. Alors, votre avis? Alors, non, la culture de l'évangile, ce n'est pas une culture occidentale. On a l'impression que lorsque l'évangile arrive, c'est en fait l'Occident qui tente de s'imposer. Et à juste titre, vous savez, à l'époque coloniale, des choses s'étaient passées. Les missionnaires avaient instrumentalisé l'évangile pour endormir nos arrière-grands-parents et pour les exploiter sur le plan économique et sur le plan social. Alors, ces choses-là ont créé des a priori dans la tête des Africains. On se dit le plus souvent que la religion chrétienne est une religion occidentale qui vient pour nous asservir. Non, ce n'est pas le cas. La religion chrétienne n'est pas une religion de l'Occident. Ce n'est pas une religion occidentale. Quand vous allez en Occident, vous constaterez que l'Occident a régné même l'évangile, ne vit plus l'évangile. Le christianisme est une culture universelle qui interroge chaque culture humaine dans ce qu'elle a de négatif afin de l'en délivrer et qui approfondit chaque culture dans ce qu'elle a de positif. Donc c'est une culture qui transcende les autres cultures, qui vient d'en haut pour tenter d'insuffler le souffle de Dieu dans la culture humaine. Alors, docteur, nous passons très rapidement à la rubrique les projets. Nous vous soumettons un projet que vous allez rapidement commenter. Alors, selon la revue américaine Fortune, le Kenya est le seul pays africain qui fait partie des 7 pays émergents où il faut investir. Avec une population d'environ 45 millions d'habitants et un PIB qui ne fait que progresser, le Kenya serait une destination de choix pour de futurs investisseurs, excusez-moi. Autre atout, la monnaie est stable et les bonnes mesures ont été prises pour contenir l'inflation. Un exemple, le Kenya, un exemple de l'Afrique? Le Kenya pourrait être un exemple de l'Afrique, peut même être un exemple de l'Afrique. Mais, excusez-moi, je vais un peu commenter rapidement ce point-là. À mon avis, il est un peu partisan. Je pense que ça ne m'étonne pas que ce soit les Américains, justement, qui aient dit ce propos, parce que vous savez que le président américain étant d'origine kenyane, les Américains se sont beaucoup focalisés également sur le Kenya, c'est-à-dire en termes de connaissance de l'Afrique. Par rapport à ce que j'ai eu à analyser moi-même personnellement concernant les pays africains, le Kenya n'est pas le seul. Alors, il est peut-être un exemple, mais pas le seul. Les fondamentaux qui ont été décrits là par le commentaire américain se retrouvent, et même à profusion, dans d'autres pays en développement. Plutôt dans d'autres pays africains, je veux dire. Et donc, en gros, oui, ces fondamentaux sont favorables à l'émergence économique, mais ce n'est pas seulement le Kenya qui l'est. Et donc, je pourrais dire, le Kenya et d'autres pays africains sont des modèles à suivre en matière d'émergence économique. Il y a aussi des avancées technologiques considérables dans ce pays-là, avec l'innovation au niveau du mobile money. Alors, nous passons à la rubrique, j'allais dire à la signature de notre invité dans le livre blanc de Perspective Afrique, une phrase pour marquer votre passage.
Alors, docteur Kwaku, partagez le fruit de ce que vous avez écrit aux téléspectateurs de Béni TV. Avec plaisir. Alors, Abidjan, le 29 mai 2015, je souhaite une bonne aventure à Perspective Afrique qui œuvre résolument pour la guérison des nations à tous les niveaux. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité, n'est-ce pas, sur la question liée à l'émergence économique des nations. Avec lui, on a appris ce jour que l'émergence économique des nations dites pauvres est une possibilité que l'application simple des principes bibliques permette de concrétiser. Alors, je rappelle que nous étions avec Dr Omer Kwaku. Il est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est aussi économiste financier. Il est aussi le directeur de l'Observatoire des innovations financières. Je rappelle aussi pour nos téléspectateurs qu'il est apôtre au Centre chrétien Carmel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Perspective Afrique, samedi 20h, rediffusion mercredi 17h25. Sur ce, bonne suite du programme sur Béni TV.